Et bonjour à tous. Bonjour à tous. On va vous demander quelques instants pour les derniers retardataires qui sont en train de se connecter. Soyez les bienvenus. Bon, Sylvain, je te propose de commencer. Eh ben, écoute, 9h32, c'est parti. Je te Allez, laisse bon. débuter. Bon, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire La cybersécurité pour les PME et PMI. Je serai accompagné tout au long de ce webinaire par Sylvain Stahl de chez Bitdefender et ce webinaire est estimé à 30 minutes. Tout d'abord, le sommaire. Nous allons nous présenter avec Sylvain, mais nous allons aussi poser les bases sur la cybersécurité. Nous allons aborder de comment renforcer la sécurité et prévenir les incidents, mais aussi comment développer une capacité de réponse proactive et consolider la sécurité à long terme. Et nous terminerons à la fin par un temps d'échange sur lequel vous pourrez vous exprimer et nous poser des questions sur lesquelles nous essaierons de vous répondre. Alors Mike, j'en profite pour dire que vous avez une petite rubrique dans Teams en haut là, qui s'appelle Q&R, c'est questions et réponses. Donc vous pouvez effectivement attendre la fin de la session pour poser vos questions, on essaiera d'y répondre. Mais si vous avez des questions en cours de session, n'hésitez pas à les indiquer ici. Ça permettra qu'on puisse penser à vous répondre sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, qui nous sommes? Donc, moi, Mike Dumange de TDI Service, expert en cybersécurité chez nous. Je suis également consultant en système et réseau. J'appartiens au groupe TDI Service, qui est l'entité IT du groupe Altium MT. Et donc bah, Sylvain Stahl, moi je suis responsable du channel et de la distribution chez Bitdefender France. C'est une société européenne qui existe depuis plus de 20 ans et on est partenaire de TDI Service sur la partie cybersécurité. Alors, on voulait commencer ce webinaire pour prendre un petit peu de recul. J'ai essayé de vous trouver des chiffres récents sur la cybersécurité. C'est un exercice qui n'est pas évident parce que généralement, les chiffres sont compilés par la plupart des sociétés et même dans les médias sur des années complètes. Dit autrement, la plupart des chiffres sortent plutôt vers le mois de février, mars, avril. Néanmoins, j'ai récupéré quelques chiffres que je voulais vous partager. Alors d'abord, 67% des organisations ont été victimes d'un ransomware en 2024. Ça, c'était issu d'un rapport qui date du troisième trimestre 2024. Donc globalement, voilà, on a quand même 2 tiers des sociétés ou des organisations qui sont concernées par ces sujets-là. Euh, Deuxième information, parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose, 69% des victimes payent la rançon quand il s'agit d'un ransomware. Euh, je vous rappelle que payer ne vous garantit pas le déchiffrement des données. Néanmoins, voilà, le constat est qu'aujourd'hui, 69% des victimes payent la rançon. Donc ça veut dire que c'est quand même assez pénalisant pour les sociétés. Si les sociétés ou les organisations payent, c'est qu'ils sont vraiment dans une situation compliquée. Les mauvaises nouvelles, la France est dans le top 10, mais pour le coup, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on est dans les pays les plus ciblés par les ransomware. Alors, il y a différents facteurs à ça, mais on est notamment une société quand même assez moderne, assez numérique. Et puis, on est sur un pays aussi avec de la richesse, donc forcément, on est ciblé. Euh, une autre information, c'est 28%, c'est le nombre de hausse des saisines. Alors, c'est des données qui sont un petit peu d'avant, 2023, mais c'était pour vous donner aussi une information que le parquet de Paris, en fait, a créé une entité spécifique liée aux attaques
cyber. Ça s'appelle la section J3. Ça a été créé il y a peu d'années, je crois vers les années 2020-2021. Et je pense qu'ils vont avoir de plus en plus de travail. Et puis, le dernière statistique, c'est que les incidents de cybersécurité ont été multipliés par 2. Alors ça, c'est des informations au Canada, mais on peut extrapoler avec la France, on ne doit pas être loin. Mais c'est surtout que les entreprises bah, payent de plus en plus cher pour se rétablir, et quasiment, ça a été doublé en 2 ans également. C'est-à-dire qu'il y a plus d'incidents, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher pour se rétablir. Ça, c'est dans les données d'octobre 2024. Mike, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, et je te relaisse la main. Oui. Alors, tout d'abord, poser les bases de la cybersécurité, c'est évaluer ses risques et identifier ses actifs critiques. Ça passe par des phases d'audition pour cartographier ces actifs critiques, mais aussi connaître ces données stratégiques et leur emplacement, par exemple un cloud ou un local, ou un serveur local. Mais c'est aussi identifier des risques qui sont souvent méconnus et non maîtrisés par les dirigeants. Et tout ça, c'est aussi connaître ces enjeux dans des environnements qui sont de plus en plus complexes. Nous avons des directives européennes qui arrivent. Il y a eu la NIS 2, il y a eu la RGPD, il y a la SOC 2, il y en a bien d'autres. Donc, les bases sont très importantes en termes de cartographie. Alors, c'est souvent les questions qu'on a, c'est moi, en tant que, si je suis une société, quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour travailler cette cartographie? Alors, chez Bitdefender, là, c'est un exemple d'outil qu'on a à disposition pour si vous travaillez avec nos solutions. Vous avez ce genre de tableau de bord. Si Mike t'appuie, il y a 3 parties en fait sur ce tableau de bord. La première partie à gauche, ça va concerner la partie risques qui sont liés à l'environnement. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai un NAS chez moi, à titre personnel. Et donc, dans cette catégorie-là, il m'a dit, tiens, attention, c'est pas bien parce que ton mot de passe pour accéder au NAS est mémorisé sur ta machine. Et on sait que c'est pas bien, puisque si vous avez un ransomware, bah, probablement il risque de se diffuser et de se propager sur le NAS. Alors voilà, moi c'est mon usage personnel. Il y a mon fils qui va accéder à des films, etc. sur le NAS, donc c'est volontaire, mais voilà, vous allez retrouver ça, c'est-à-dire les bonnes pratiques en termes de droit notamment, ou d'accès sur la machine et l'environnement. La deuxième catégorie, ce sont les applications les plus vulnérables. Il faut savoir qu'on a énormément d'applications qui sont sans cesse avec des vulnérabilités. On en parlera un petit peu après. Et donc là, l'idée, c'est qu'on vous liste toutes les applications qui sont porteurs de vulnérabilités et qui ne sont donc pas à jour. Apparemment, on va dire, tiens, vous avez Acrobat Reader avec une ancienne version, tant de vulnérabilités, et c'est diffusé sur tel poste, tel poste, tel poste. Donc ça va pouvoir aussi vous aider à y voir plus clair. Et puis le troisième point, là, on va parler de l'humain, et sur lequel, par exemple, on va dire, tiens, tel utilisateur a un mot de passe trop simple. Ça, c'est pas une bonne pratique. Tel utilisateur n'a pas changé son mot de passe depuis 6 mois. Ça, c'est pareil, c'est pas une bonne pratique. Donc ça, c'est un exemple d'outil qu'on met à disposition des clients qui utilisent nos solutions. Tu peux passer au slide d'après, Mike, s'il te plaît. Voilà. Alors, dans les bases de la sécurité, aujourd'hui, ce qui est un point essentiel et critique, c'est les sauvegardes. Donc, aujourd'hui, pourquoi des sauvegardes? Ça vous protège contre les suppressions accidentelles ou intentionnelles des données, mais ça vous protège également sur une défense matérielle, par exemple, le disque dur qui tombe HS et qui vous supprime toutes vos données, mais ça vous protège aussi en cas de cyberattaque, ça vous permet de pouvoir restaurer vos données. Mais on parle de sauvegarde, mais on parle aussi maintenant de sauvegarde en mode déconnecté. Pourquoi en mode déconnecté? C'est pour renforcer la sécurité sur une attaque, pour les cyberattaques. C'est-à-dire que si un attaquant vient chez vous, mais que les sauvegardes ne sont plus dans votre réseau, il ne pourra pas compromettre vos données. Mais c'est également aussi en mode déconnecté. Si vous avez par exemple un dégât des eaux ou un incendie dans votre bâtiment, ça évitera que toutes vos sauvegardes disparaissent. Comme on a vu aussi juste avant, on a parlé du patch management sur la cartographie que Sylvain expliquait. Via, là, par exemple, donc là, c'est un extract de chez Defender. Nous pouvons voir comment limiter les exploits ou les failles de sécurité. Donc là, dans l'exemple que vous voyez ici, nous avons par exemple Firefox 77 qui est
très compromis, puisqu'on a dépassé maintenant la version 100, donc sur lequel des exploitants pourraient agir sur votre PC et s'augmenter les droits et pour pouvoir crypter votre infra. Mais ça permet aussi le patch management d'améliorer les outils et les logiciels afin d'avoir des meilleurs fonctionnements. Pour vous citer des petits exemples, je suis intervenu dernièrement sur 2 systèmes d'attaque. L'un était basé sur une supervision qui a été exploitée parce qu'elle n'était pas à jour. Ils sont passés par une faille de sécurité qui était communiquée par l'éditeur. Ils ont pu s'octroyer les droits et passer la ligne du domaine et tout crypter. Ou une autre où le firewall n'était pas à jour. Ils ont pu exploiter la faille SSL du Forti et ils ont pu aussi rentrer dans l'infra et exploiter les données. Afin de renforcer la sécurité et prévenir les incidents, il existe du coup des actions simples au-delà du patch management. C'est donner déjà les bons droits nécessaires en fonction des besoins, c'est-à-dire limiter le nombre d'administrateurs locaux ou du domaine. Et c'est également maîtriser les droits sur les données, c'est-à-dire ne pas de donner les droits au strict nécessaire en fonction des besoins. Mais donc, c'est aussi ce qu'on a vu juste avant, maîtriser les exploits, réduire la surface d'attaque. Mais nous pouvons aussi segmenter le réseau, ce qui permet de maîtriser et de sécuriser les réseaux en fonction de leur rôle. Serveur, management, PC, imprimante, machine-outil ou bien d'autres. Et ce qui renforcera la sécurité et qui permettra de ralentir ou de limiter les effets d'une attaque. Mais renforcer la sécurité et prévenir les incidents, c'est aussi gérer l'humain. Aujourd'hui, l'humain est un maillon faible parce qu'il est attaqué via du phishing. Il utilise son téléphone mobile à des fins personnelles et professionnelles sans maîtrise. Il utilise des mots simples, mots de passe simples qui sont dans des dictionnaires et qui sont répétés pour la plupart du temps. Mais c'est aussi, il utilise des clés USB personnelles où il ne verrouille jamais ses sessions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des cyberattaques sont dues à des erreurs humaines. Il existe du coup des solutions afin de sensibiliser les employés. Déjà, leur rappeler que la sécurité est l'affaire de tous. Lors d'attaque, tout le monde se sent dans l'impuissance et a besoin de repartir vite. Donc déjà, les sensibiliser, c'est déjà un début. Mais il existe aussi des formations à la sécurité et aux gestes simples, telles que chez nous, Be Cyber Safe, qui est une formation ludique et globale abordant les thématiques en matière d'hygiène numérique et de risque cyber. Mais vous pouvez aussi procéder à des campagnes de phishing pour savoir qui clique sur les liens, qui remplit et resensibiliser vos employés. Nous avons vu la partie prévention. Donc, nous allons voir comment développer une capacité de réponse proactive. Aujourd'hui, au-delà des sauvegardes, il existe aussi la possibilité de mettre des plans de reprise d'activité, ce qu'on appelle communément chez nous le PRA. C'est un environnement qui est prêt à démarrer à la dernière sauvegarde. Nous, dans notre offre CyberProtect Plus, le PRA est en mode déconnecté, ce qui le rend étanche lors d'attaque. Et ce qui permet aussi à l'activation d'un PRA, de limiter les arrêts de service pour pouvoir repartir le plus rapidement possible suite à un incident, que ce soit type cyberattaque ou catastrophe naturelle. Aujourd'hui, il est important de superviser aussi nos outils. On parle d'antivirus, on parle d'un tas d'outils, mais par exemple, aujourd'hui, la mise en place d'outils type EDR détecte et bloque des attaques de type évolué, c'est-à-dire des attaques par PowerShell, des déplacements latéraux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un utilisateur laisse son TeamViewer, une personne vient sur son TeamViewer, ce qui est légitime, mais qu'il commence après à vouloir se connecter sur tous les serveurs, c'est plus du légitime, ou qu'elle veut scanner tout le réseau, mais vous avez aussi des compromissions de compte, des attaques de force brute, et puis bien d'autres. Donc, ces outils génèrent aujourd'hui beaucoup d'alertes et il faut aujourd'hui des ingénieurs spécialisés en sécurité afin de superviser ces alertes
d'endiguer des attaques et surtout d'analyser après le fonctionnement du schéma d'attaque pour pouvoir renforcer votre SI interne. Alors, merci Mike. Alors, dans cette logique, les acteurs, les sociétés qui travaillent dans la cyber, on avait besoin aussi de standardiser le référentiel d'attaque. Donc, dorénavant, ça existe. Vous avez un document qui est partagé en ligne. Je vous ai mis le site internet en bas, là, attaque.mitre.org. Vous pouvez consulter. Et donc ici, vous avez toutes les différentes chaînes d'attaque qui ont été référencées. Vous voyez sur la gauche, c'est marqué la reconnaissance, accès initial, exécution, etc., etc. Jusqu'à la partie droite, voilà, vous allez voir sur l'avant-dernière colonne, vous avez exfiltration des données, puisque effectivement, dans la logique, hein, on va par exemple mettre en place un ransomware, on va vous chiffrer les datas, et puis en plus on va exfiltrer vos données pour pouvoir les monétiser à l'extérieur. Et donc se faire le maximum de rentabilité. Donc tout ça c'est documenté. Je voulais vous présenter ce document pour prendre un peu de recul, pour vous donner cette information que chaque attaque qui est référencée par un acteur de la cyber fait souvent l'objet d'une de ces catégories-là et d'un point précis de la chaîne d'attaque. Tu peux passer, s'il te plaît, Mike, sur le slide d'après. Alors, si on prend un exemple concret, ici, on a généré une attaque hein, dans la console Bitdefender. Je veux bien slide d'après, s'il te plaît. Et donc, concrètement, comment nous, on va percevoir l'attaque au travers d'une console Bitdefender. Alors ici, vous avez une présentation de la console. Et vous voyez qu'en bas à gauche, justement, on retrouve les fameuses tactiques et techniques d'attaque que je vous ai présentées juste avant. Donc ici, on voit que, par exemple, il y a une technique d'accès initial qui a été le phishing, et puis ensuite la validation des accounts, etc. Et puis ensuite, on a eu Defense Evasion. Donc vous avez tout le chemin d'attaque. Si on va ensuite, on avance dans cette logique, vous avez en haut plusieurs possibilités d'investigation. Le premier niveau, ça va être de vous donner un résumé de ce qui s'est passé. Mike, je veux bien que tu appuies. Hop. Donc sur le résumé, ici, on voit qu'on a un incident qui est en haute sévérité, 88 sur 100, ça apparaît en rouge, ça veut dire je vous encourage à y jeter un œil. Et donc on va voir qu'ici, on a une violation potentielle du réseau qui provient de deux utilisateurs. Si vous cliquez sur deux utilisateurs, bah, vous savez les utilisateurs. Là, à droite, on voit c'est Johnny et Alice, qui a été détecté dans le cadre de 6 alertes. Si vous cliquez, hop, vous avez les alertes. Ici, on voit visiblement une attaque qui est passée par la messagerie, malicious email, suspicious email, etc. Et qui affecte deux actifs. Des actifs, c'est les machines, parce que ça concerne des postes, des serveurs. Donc on clique dessus, et là on voit que ça concerne la machine de Alice et la machine de Bob. Je veux bien que tu passes celle d'après. Et donc, l'étape d'après, c'est qu'on va pouvoir nous reconstruire tout le chemin d'attaque au travers d'une vision plus graphique. Et là, on s'aperçoit que c'est Johnny, merci Johnny, qui a envoyé un ransomware au travers d'un email dans une pièce jointe, qui était probablement avec un mot de passe. Il a envoyé ça à Alice. Vous voyez, c'est sur le deuxième rond au milieu. Et Alice, eh ben, elle a transféré cette pièce jointe dans l'entreprise à Bob. Vous voyez le suite du chemin qui va apparaître. Donc avec ce genre d'outils, on est capable très facilement et très rapidement d'identifier ce qui s'est passé et jusqu'où ça s'est propagé dans l'entreprise. Je veux bien que tu appuies sur le slide suivant. Donc, vient la question en disant, OK, il y a une attaque, c'est bien beau, vous me faites des graphiques, on comprend ce qui s'est passé, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est souvent ça la question. Et donc ici, nous, on va vous préconiser un certain nombre d'actions. Ce que vous voyez sur la gauche. La première action ici, par exemple, c'est l'endiguement. Ça va être d'isoler des machines qui ont été concernées par l'incident pour qu'on puisse bien s'assurer que tout a été maîtrisé, cloisonné et qu'il n'y a pas de risque de propagation derrière du ransomware ou d'autres choses. Le deuxième aspect, ça va être la correction. Ici, on s'aperçoit par exemple qu'on peut directement supprimer des emails. Il y avait l'email qui a été reçu par Alice, puis ensuite l'email qui a été renvoyé par Alice. Et bien ça, on a la possibilité de le supprimer si on est lié avec Office 365. Et puis le troisième point, c'est le renforcement. Là, on s'est aperçu dans la chaîne d'attaque qu'il y avait une machine qui n'avait pas d'agent
Donc, elle n'avait pas d'antivirus, elle n'avait pas d'EDR. Donc, effectivement, là, on préconise au client d'équiper sa machine d'un agent. Donc, vous voyez, très facilement, on est capable ensuite de définir des actions. Maintenant, la question, ça va être de savoir qui les fait, et ça, on y viendra un petit peu après dans le webinaire. L'étape d'après, c'est les règles pour une bonne hygiène numérique, et c'est notamment l'évolution constante des menaces. Mike vous en a parlé tout à l'heure. Il vous a parlé des vulnérabilités qui étaient de plus en plus nombreuses, quand il vous a évoqué notamment le patch management, etc. C'est un peu la petite vidéo que je vous mets sur la gauche. Il faut bien voir que depuis quelques années, ça s'est accentué. On est dans une vraie course derrière au patch management. C'est c'est une situation qui est assez complexe pour les entreprises. Alors, vous avez un site internet. Pareil, je vous ai mis le lien en bas. Et j'en profite aussi pour vous signaler que la présentation vous sera diffusée après, donc vous aurez accès au lien. Qui vous permet de savoir toutes les vulnérabilités, les CVE qui ont été référencées. Et vous voyez là, les graphiques, c'est en constante augmentation. Donc, dit autrement, il y a de plus en plus de vulnérabilités, et ces vulnérabilités sont utilisées au travers d'attaques. Et pareil, sur le même site internet, vous avez le détail des vulnérabilités qui sont le plus utilisées. Alors, j'ai fait la capture d'écran il y a 2 semaines. Les vulnérabilités les plus utilisées, vous en avez une qui était basée sur un outil Alcatel, c'est ce qu'on voit ici, là, Omni PCX Enterprise Communication. Bon, si vous avez ça chez vous et que ça n'a pas été mis à jour, il est fort probable que vous ayez subi une attaque, peut-être même sans le savoir, parce que vous avez un taux, ce qu'ils appellent EPSS score, c'est la probabilité d'exploitation de la vulnérabilité qui est à 96,38%. Donc, vous êtes quasiment sûr que cette vulnérabilité va être utilisée chez vous. Deuxième vulnérabilité plus utilisée en dessous, c'était Acrobat Reader. Si vous aviez une version qui était avant la 9.3, etc. Enfin, tout ça, c'est indiqué. Pareil, vous avez 96 pourcentage de malchance que cette vulnérabilité soit utilisée dans votre environnement. Donc ça, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur ce site internet. C'est assez intéressant. Vous avez d'ailleurs toutes les CVE qui sont utilisées. Donc les CVE vont pointer du doigt les vulnérabilités. Ça ne veut pas dire que les éditeurs ou les constructeurs font mal leur travail, puisque souvent, quand ils ont identifié une vulnérabilité, ils vont sortir un correctif. Donc c'est la grande question derrière, c'est est-ce que vous avez bien mis en place le correctif? Donc le patch management peut vous aider, mais dans certains cas, ça va au-delà du patch management. On va parler de mise à jour d'OS, de système d'exploitation, etc. Mike, je veux bien que tu passes celle d'après. Une autre recommandation que je vous préconise, c'est on a la chance en France d'avoir l'ANSSI avec le CERT qui va publier très régulièrement des alertes de sécurité. Quand je dis très régulièrement, c'est quasiment tous les jours. Donc vous avez 2 outils qui sont à votre disposition. Vous avez d'abord le site internet du CERT. Alors là, c'est pareil, c'était une capture d'écran que j'ai fait il y a 2 semaines, mais ça change tout le temps. Et là, vous avez les dernières alertes qui étaient en cours. On avait les équipements Palo Alto, les Fortinet, Ivanti, etc. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur les alertes de sécurité régulièrement pour regarder si vous n'avez pas des choses qui vous concernent en tant que sur vos environnements. Et puis, autre réflexe que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez vous abonner sur la page de cybermalveillance.gouv.fr sur LinkedIn et vous avez accès régulièrement à des bulletins d'alerte. Par exemple, ici, c'était le bulletin qui est sorti il y a 2 semaines et vous voyez en bas à droite, il veut dire attention, vous avez pas mal de failles qui ont été mises à jour sur décembre, notamment Microsoft Windows. On sait qu'il y a tout le temps des mises à jour sur Microsoft Windows, mais si vous descendez un peu plus bas, vous avez Thunderbird, Acrobat Reader, Drupal, Vim, etc. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. Donc tout ça, Mike en a parlé tout à l'heure, notamment dans les outils Bitdefender. Vous le retrouvez aussi sur le patch management, c'est-à-dire on identifie la vulnérabilité et on peut automatiser la mise à jour au travers du patch management. Tu peux passer à la slide d'après. Donc, au niveau de l'évolution constante des menaces, toujours sur la bonne hygiène numérique, il faut bien faire le constat qu'aujourd'hui, un simple antivirus, qui est basé par exemple avec des bases de signature, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'était peut-être suffisant il y a encore 3 à 4 ans, mais aujourd'hui, c'est pas suffisant. Même si vous avez une super efficacité des signatures qui est supérieure à 99%,
Si on part sur 99% d'efficacité, bah, ça veut dire que 3 fois par an, bah, vous avez la porte ouverte de l'entreprise. Hein, donc, c'est vraiment pas suffisant. Donc, les préconisations, c'est il faut prévoir dorénavant à minima 2 choses. C'est un, une analyse comportementale sur la machine. Donc, quand, notamment à l'exécution d'un fichier, la machine va dire, tiens, c'est bizarre, il y a la base de registre qui est modifiée, tiens, c'est bizarre, ça ouvre des canaux vers l'extérieur, etc. Donc ça, l'outil va permettre de le dire. Et si jamais il a un doute, on lève le doute au travers du sandboxing. Donc le sandboxing, c'est l'exécution du fichier en dehors de l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, par exemple, chez Bitdefender, on va l'exécuter dans un environnement sécurisé et on va voir ce qui se passe. Et si on voit qu'il y a une page après avec marqué ransomware, on va vous dire non, il ne faut pas l'ouvrir. Donc tout ça de manière automatique. Après, on a aussi la possibilité de le faire manuellement. C'est la capture d'écran que je vous ai mis ici. Par exemple, là, j'avais un logiciel pour de l'impression 3D qui avait été fabriqué par quelqu'un, un tiers. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est une vraie application ou pas? Et en mettant dans la sandbox, on voit que non, il y a derrière une source d'infection potentielle. Tu peux passer, Mike, à l'étape d'après. Et alors, si vous voulez aller plus loin, Mike vous a cité la partie EDR, qui nous permet notamment de faire l'analyse entre les machines. Et vous avez l'exemple de TeamViewer, ouais, ça c'est effectivement un bon exemple. Mais donc l'idée c'est d'avoir les analyses transverses entre toutes les machines, donc les postes entre eux, et également entre postes et serveurs. Mais vous pouvez aussi aller plus loin, on peut parler de XDR. Vous savez, on aime bien les acronymes chez nous. Le XDR, c'est on va sortir de l'environnement poste et serveur et on va être capable, par exemple, de se lier à votre écosystème Microsoft 365. C'est la démonstration que je vous ai fait tout à l'heure où on était capable de voir Johnny et l'adresse mail de Johnny et de pouvoir supprimer le mail. Voilà, ça c'est le XDR avec Office 365. On est capable également de faire de l'XDR sur l'Active Directory, qui est votre annuaire avec tous vos utilisateurs, hein, qui est local ou éventuellement chez Azure. Pareil, pour faire une surveillance des éventuelles élévations de privilèges. C'est-à-dire si quelqu'un essaye de prendre plus la main sur des utilisateurs ou de changer des comptes ou de se créer des comptes alors que normalement il n'a pas le droit, on pourra avoir une surveillance là-dessus. On peut faire aussi de l'XDR sur des équipements dans le cloud, AWS, Azure, GCP, Google Cloud Platform. On est capable également de faire de l'XDR en faisant de la remontée sur les mobiles, hein, sur Android, iOS ou les écosystèmes Chrome. Et puis le petit dernier qui est sorti chez nous il n'y a pas longtemps, c'est Atlassian. Donc si vous avez des applicatifs autour de Atlassian, n'hésitez pas à jeter un œil, on est capable aussi de monitorer ça. Et puis, la dernière étape, c'est le SOC manager. Donc, tout à l'heure, on a parlé des actions. J'ai dit, tiens, voilà, il y a un poste, il faut peut-être faire une investigation sur le poste, il faut peut-être l'isoler, etc. Donc, c'était la question, qui fait ce travail-là? Donc, soit c'est vous en tant que client, mais ça va vous demander du temps, de l'énergie, de la compétence. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'attaques qui se font avec des délais très courts, qui se font la nuit, le week-end, etc. L'autre approche, c'est de confier votre SOC manager au travers de TDI. Dans ce cas-là, il y a un suivi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, toutes les remontées EDR, XDR vont remonter chez un SOC analyste et avec une prise en charge des incidents en moins de 30 minutes. Dit autrement, à 3 heures du matin le dimanche, on est capable de mettre un coup d'extincteur et de geler l'attaque. Alors, une fois qu'on a mis le coup d'extincteur, c'est très bien, mais ça ne s'arrête pas là. On va ensuite vous mettre un rapport détaillé avec les actions qui ont été réalisées et les recommandations. Donc, on va dire les actions, vous allez avoir le détail en quelle durée on est intervenu, pourquoi on est intervenu, hein, les indicateurs de compromission. Vous retrouverez certainement d'ailleurs les chaînes d'attaque Mitre après, hein, si vous regardez dans les détails. Mais surtout, après, on va aussi vous dire qu'est-ce qui reste à faire et puis quelles sont les recommandations pour plus que ça se produise. Je me souviens d'une recommandation où, par exemple, on avait identifié un client qui envoyait à ses collaborateurs des fichiers financiers confidentiels avec un mot de passe, enfin dans un fichier zip qui était chiffré avec un mot de passe. Donc ça, c'est compliqué parce que nous, on n'est pas capable de déchiffrer un fichier zip avec un mot de passe, hein, on n'est pas hacker. Donc c'est vu par les outils comme étant peut-être une attaque potentielle de ransomware.
Donc, dans les faits, quand l'utilisateur, après, a déchiffré son zip, a mis son mot de passe, a ouvert le fichier, l'agent a dit « Ok, tout va bien, il n'y a pas de problème ». Mais nous, ça s'est remonté comme une temps quelque chose à surveiller. Et donc, dans les recommandations, après, on a dit au client en disant on pense que ce n'est pas la bonne stratégie de diffuser des fichiers zip avec des mots de passe en interne. Peut-être qu'il faut travailler autrement, je ne sais pas, du SharePoint ou des choses comme ça. Donc, voilà, vous avez un exemple de recommandation pour optimiser aussi derrière la posture de sécurité. Et donc, pour se faire ce travail-là, c'est là que vous avez besoin aussi des équipes de TDI Service. C'est là que vous avez besoin de Mike et son équipe qui peuvent vous accompagner sur ces recommandations parce qu'ils sont experts sur le sujet. Et puis surtout, ils pourront vous accompagner pour la mise en place de ces recommandations, de ces préconisations, des optimisations, etc. Et des bonnes pratiques. Alors, on arrive à la fin du webinaire. On est à la minute près sur le timing. Et donc, pour faire office de conclusion, on n'a rien trouvé de mieux que de vous mettre à disposition le lien sur un document qui a été créé par l'ANSSI, par le CERT, et qui s'appelle Attaque par rançon logiciel, tous concernés, comment les anticiper et réagir en cas d'incident. Et dans ce document, en fait, vous avez deux parties. Vous avez la partie réduire le risque d'attaque, qui finalement, vous allez retrouver pas mal d'éléments qu'on a évoqués ce matin dans le webinaire. Et puis, il y a un autre volet qui est que faire, comment réagir en cas d'attaque, les bons réflexes, etc. Ça, c'est la deuxième phase de ce document. Donc, on vous a mis le lien. Je vous encourage peut-être à le récupérer à l'issue de ce webinaire. Ça peut faire office peut-être d'une checklist sur les choses qui sont à mettre en place dans vos organisations respectives. Et donc, on arrive à l'issue de ce webinaire sur la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous avez la possibilité de les soumettre directement sur l'onglet qui s'appelle Q&A, Question and Response. Et normalement, ça va s'afficher. Et on va essayer d'y répondre avec Mike. Pour le moment, pas de questions. Pour le moment, pas de questions. Mike pourra vous chanter une chanson si on C'est vous ça. mettait une question. Profitez-en. Non, il va y avoir tempête derrière. Alors, on va laisser ouvert quelques instants. On va aussi vous laisser digérer ce contenu. En attendant vos éventuelles questions, donc ce webinaire il a été enregistré, il sera disponible en replay, mais également on va vous envoyer, l'équipe de TDI va vous envoyer le document complet sur lequel vous avez accès aux liens des sources si vous voulez aller plus loin. Donc n'hésitez pas. Et puis l'étape suivante, tu peux passer, je pensais sur le dernier slide de mémoire, Mike. Ouais, attends, excusez-moi, je récupère. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions, le Q&A est toujours ouvert. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à solliciter l'équipe de TDI Service. Vous avez ici les coordonnées. Vous avez certainement connaissance de vos contacts référents. N'hésitez pas en tout cas à échanger et à discuter de ce sujet avec leur équipe, parce que vous avez vraiment des experts de proximité, donc profitez-en. Alors, je vois qu'on n'a pas de questions. Non, on n'a pas de Quand questions. on a quelques remerciements dans le chat. Merci à tous, en tout cas, pour votre écoute. Je te propose de clore cette session, Sylvain. Alors, on va clore cette session. Puis, si jamais vous avez des questions qui arrivent plus tard, n'hésitez pas à nous recontacter ou à contacter directement TDI. On se fera un plaisir de vous accompagner sur ces sujets. Et de vous aider. OK. Bon, merci à tous. Merci pour votre présence. Puis à très bientôt. Ouais, merci Mike. Bonne Et